autres formats, CSV par exemple, donc dans Python, dans le but de tirer des statistiques et de charger votre dataset dans scikit-learn. Donc pour charger les données, on peut recourir à cette bibliothèque. Donc maintenant, on va voir les étapes pour programmer une régression linéaire. Donc ces étapes sont valables pour tous les types de modèles, mais dans notre cas, on va traiter le cas le plus simple et c'est le cas de la régression linéaire. Donc voilà, l'étape 1, c'est importer les bibliothèques, libraries. Donc il faut importer les bibliothèques et les fonctions suivantes. NumPy pour manipuler notre data en tant que matrice, Matplotlib donc pour visualiser les données, MakeRegression pour générer un nuage de points. Donc dans notre cas, on va simuler des données et SGD Regressor, donc qui signifie Stochastic Gradient Descent Regressor, et qui contient le calcul de la fonction Q, les gradients de l'algorithme de minimisation. Donc ici, c'est en quelque sorte l'algorithme de gradient descent qui va nous permettre par la suite de déterminer les paramètres de notre régression linéaire, c'est-à-dire le A et B, le fameux A et B de la fonction f est égal à x plus b, qui vont nous permettre par la suite de minimiser les erreurs commises. Voilà, donc comment faire? Donc voilà le code, donc import NumPy, donc c'est pour importer NumPy, import Matplotlib pour importer Matplotlib afin de visualiser les données. Aussi, ici c'est la troisième liste c'est afin d'importer une fonction à partir de la bibliothèque scikit-learn, donc c'est MakeRegression. Aussi, la dernière ligne, c'est pour importer une fonction à partir de scikit-learn. Puis, la deuxième étape, c'est la création du dataset. Dans notre cas, on va créer les données. Par contre, dans la majorité des cas, les données sont des données. Donc, ce sont des inputs pour élaborer le modèle. Donc pour ce premier code, donc nous n'allons pas importer les données personnelles, donc plutôt nous allons générer un tableau de données XY aléatoire. Pour cela, la fonction MakeRegression est très utile. Donc la fonction prend comme argument le nombre d'échantillons à générer, le nombre de variables et le bruit, puis nous retourne deux vecteurs x et y. Donc ici, c'est juste l'astuce pour générer le dataset dans ce cas particulier. Donc, pour utiliser l'aléatoire, on écrit la ligne mp random speed 0. Donc finalement, pour visualiser les données, on utilise la fonction plot. Donc voilà, mp random speed, et voilà le résultat, donc MakeRegression et le plot. Donc voilà, pour visualiser les données. Donc voilà la régression, voilà les données, générées. Dans les cas pratiques, les données sont des inputs pour générer le modèle qui va prédire la cible. Donc la troisième étape, c'est développer le modèle et l'entraîner. Donc c'est faire apprendre à la machine à faire un certain nombre de tâches. Donc pour développer et entraîner un modèle, il fallu beaucoup de maths dans le chapitre 2 et c'est-à-dire la deuxième vidéo, nous avons vu un petit peu de maths. Donc entre la fonction Q, les dérivés, l'algorithme de gradient descent. Donc pour pallier à tous ces problèmes, donc scikit-learn dispose de toutes les fonctions
qu'on aura besoin et de tous les modules qui vont nous servir afin de développer le modèle et l'entraîner. Donc, par exemple, entraînons notre modèle sur 100 itérations avec un learning rate de 0,001, c'est-à-dire learning rate, c'est-à-dire la vitesse d'apprentissage, c'est le fameux alpha de la 12e vision. Donc voilà le modèle SGT régresseur, donc 1000 itérations censées. Ici, ce sont des paramètres donc, de notre modèle, c'est le nombre des itérations, et on a aussi la vitesse d'apprentissage, donc 100 itérations et une vitesse d'apprentissage qui vaut 0,001. Et voilà, modèle fit. Donc, c'est faire l'entraînement de notre modèle. Donc, c'est un entraînement sur les données qu'on vient de générer dans l'étape 2. Aussi, donc, nous pouvons maintenant observer la précision de notre modèle en utilisant la fonction score, et qui calcule le coefficient de détermination entre le modèle et les valeurs Y de notre dataset. On peut aussi utiliser notre modèle pour faire de nouvelles prédictions avec la fonction predict et tracer ces résultats avec la fonction PLT plot. Donc, afin de savoir si le modèle qu'on vient de développer est un bon modèle ou pas, donc on peut utiliser la fonction score. Donc cette fonction nous permet de calculer un pourcentage, un taux, c'est-à-dire combien de fois sur 100 notre modèle est capable de prédire correctement la cible. Donc voilà le rôle de la fonction score. Donc il y a encore un autre astuce, c'est le cross-validation. On va le voir par la suite, Inch'Allah. Donc il permet en quelque sorte d'essayer plusieurs paramètres. Donc un modèle avec plusieurs paramètres, il va calculer le score pour chaque modèle, et on aura par la suite un choix entre ces paramètres. Bien sûr, on va choisir les paramètres qui correspondent au modèle dont le score est beaucoup plus grand que les autres. Donc, dans la figure à droite, on a les résultats de notre exemple, donc le coefficient, donc 0,223, etc. Et donc, on a ici les résultats. Donc, il se voit clairement que le modèle qu'on vient de développer est mauvais. Donc, il est incapable de prédire correctement la cible. Donc voilà, supposons par exemple qu'on a pour 0, pour des x aux alentours de 0, c'est bon relativement, mais prenons par exemple 2, on peut voir clairement qu'il y a un grand écart entre notre modèle et la valeur de y exacte. C'est bon. Donc, en machine learning, les valeurs qui fonctionnent bien pour la plupart des entraînements donc, sont un nombre d'itérations de 100, pardon, j'ai combiné ici, et une vitesse d'apprentissage de 0,01. Donc, ici c'est 100 et surtout par 1000. Donc, voilà un autre essai avec les mêmes données. Donc cette fois-ci, on peut voir clairement que notre modèle est beaucoup plus performant par exemple que le premier, et ça se voit dans le coefficient R2, donc c'est 0,80
14 et quelques. Donc, notre modèle qu'on vient de développer est capable de prédire correctement la cible avec un pourcentage de 94%. C'est déjà pas mal. Donc, les cours d'apprentissage. Donc, dans cette partie, on va traiter les cours d'apprentissage. En machine learning, on appelle cours d'apprentissage ou bien learning curves. Donc, c'est une notion que j'ai rencontrée dans le cours, dans le tutoriel. Donc, les courbes qui montrent l'évolution de la fonction coût, c'est-à-dire la fonction erreur, c'est-à-dire la somme des erreurs. Donc, où filent les itérations de gradient descendant. Donc, si votre modèle apprend, alors sa fonction coût doit diminuer avec le temps, comme ci-dessous. Et c'est exactement la définition du machine learning. Donc, les performances de la machine doivent s'améliorer au fur et à mesure de leur donner de nouvelles inputs ou bien après avoir vécu de nouvelles expériences. Donc voilà, on peut voir ici une courbe d'apprentissage. Donc voilà l'évolution de notre fonction coût en fonction des itérations. Donc voilà, pour l'itération 0, il y avait une grande valeur prise par la fonction coût, c'est-à-dire un grand écart, c'est-à-dire une grande erreur. Puis pour l'itération 2, l'erreur a diminué d'une manière assez importante, mais pas comme 4 itérations, ainsi de suite. Donc, on peut visualiser l'évolution de la fonction coût à partir du nombre d'itérations. Donc, ça, c'est très important. On peut, par exemple, entraîner notre modèle avec un nombre assez important d'itérations. Prenons par exemple 1000. On va prendre 1000 itérations et on va visualiser la courbe d'apprentissage, learning curve. Et on va voir là où la fonction coût est minimale. Donc, c'est pour le nombre d'itérations correspondant